Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de juin. Au programme, 2 livres, une bande dessinée, un manga, un e-book. Je vais donc vous parler de Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena, le 4e tome des Carnets de cerises, du roman Les petits yeux étoilés de Bruno Madeleine, du premier tome du manga Alterrimin and the Sky, et enfin de Tu me trouveras au bout du monde de Nicolas Baron. J'ai donc lu Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena aux éditions Le Livre de Poche. On y suit l'histoire d'Iris qui vient de perdre sa grand-mère Bertha. Suite à sa mort, ses funérailles ont lieu, elles ont lieu dans le petit village où vivait Bertha. Et il y a ensuite l'ouverture du testament, la lecture du testament, etc. Et Iris va découvrir qu'elle va hériter de la maison de sa grand-mère. Et alors qu'elle ne sait pas encore si elle va garder cette maison ou la vendre, elle va passer quelques jours sur place, seule, sans sa mère, sans ses tantes. Et à chaque fois qu'elle va redécouvrir la maison, ce sont de nombreux souvenirs qui vont remonter en elle. Et elle va se remémorer la vie de Bertha, la vie de sa mère, de ses tantes, mais également sa vie à elle, de sa cousine, de ses amis, etc. Et finalement, à travers ce roman, on va suivre le destin de 3 générations de femmes, pardon, celle de Bertha, de ses filles et de ses petites filles. C'est une très très belle histoire qui fait réfléchir, l'air de rien, que j'ai trouvé très bien amené avec le système des souvenirs. C'est un roman que j'avais déjà lu une première fois il y a quelques années maintenant et que j'ai relu avec grand plaisir. Et franchement, j'ai eu un presque coup de cœur pour ce roman. Depuis le temps qu'il me faisait de l'œil celui-là, j'ai enfin lu le 4e tome des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret aux éditions Soleil. Donc le 4e tome, c'est La déesse sans visage. Cerise va fêter son 13e anniversaire si je ne me trompe pas, et sa mère va lui offrir un ticket un bon pour passer un week-end avec elle en Bretagne, avec notamment une visite du manoir aux 100 énigmes, où Cerise et sa mère vont en fait mener une enquête pour essayer de résoudre une énigme qui est proposée par les propriétaires du manoir. Et l'énigme de Cerise, c'est de découvrir qui est Vénus. Elle va mener l'enquête, etc. C'est une très jolie enquête. Cette fois-ci, on sent que Cerise grandit. Le cœur du récit est un peu plus sombre. Cerise se pose énormément de questions par rapport à certaines choses qui ont été vues dans les précédents tomes. Et celui-là, je l'ai dévoré. J'ai adoré. Les dessins d'Aurélie Néret sont sublimes. Je vais essayer de vous mettre un petit... Hop. Comme d'habitude, dans cette série, on a également des extraits des carnets que rédige Cerise, et donc avec les dessins faits entre guillemets par Cerise, et ça peut donner à peu près ça. Ça a beau être une bande dessinée qui est plutôt axée pour la jeunesse, du haut de mes presque 29 ans, j'ai adoré cette bande dessinée. Moi je suis fan. J'attends la sortie du tome 5 avec impatience parce que franchement, les carnets de Cerise, c'est une petite pépite. Et d'ailleurs, on va continuer dans les pépites, puisque j'ai lu Les petits yeux étoilés de Bruno Madeleine. C'est un livre que j'ai pu lire grâce au site Simplement Pro, qui permet de mettre en relation des auteurs et des chroniqueurs, blogueurs, etc. Tout simplement, c'est pour rendre le service de presse finalement plus simple. Et j'ai été contactée par l'auteur Bruno Madeleine qui m'a proposé de lire son livre, Les petits yeux étoilés. C'est un livre qui n'est pas facile du tout, puisqu'en fait on va y suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est atteint d'un handicap. Je mets des gros guillemets autour de ce terme de handicap que je n'aime pas vraiment. Mais voilà, il est atteint d'une maladie, d'un syndrome qui va faire qu'il est en fait légèrement handicapé. Et on va suivre son histoire à lui. Le gros point finalement de ce handicap-là, c'est qu'en fait les enfants ont les yeux comme s'il y avait des étoiles dans les yeux, d'où le titre Les petits yeux étoilés. C'est une histoire, mais j'arrive même pas à vous en parler tellement elle m'a touchée. Je suis très sensible à la question du handicap, notamment le cas du handicap à l'école, puisque j'ai fait mon sujet de mémoire de master sur ce thème-là. Et pouvoir lire finalement
un roman comme ça où l'histoire est racontée du point de vue de l'enfant handicapé, j'ai trouvé ça absolument parfait. D'autant plus que, en fait, cette histoire, elle est d'autant plus belle que c'est l'histoire romancée et projetée dans un futur pas si lointain que ça, l'air de rien, du fils de l'auteur qui est lui-même atteint de cette maladie. Je me souviens plus du nom de la maladie, mais je vous la mettrai forcément en sous-titres en dessous. Et puis de toute manière, vous pouvez retrouver ma chronique complète qui est beaucoup plus détaillée sur le blog, ne vous en faites pas. Mais voilà, c'est en fait inspiré d'une histoire vraie et ça m'a tout simplement bouleversée. Il m'a fallu un moment pour pouvoir poser des mots sur mon ressenti par rapport à ce livre. Vous voyez d'ailleurs que j'ai du mal à vous en parler, mais allez lire ma chronique et si vous avez l'occasion de lire ce roman, faites-le. On continue dans les services presse, mais cette fois-ci il s'agit de mon tout premier service presse physique que j'ai reçu grâce aux éditions Ototomanga et au site Livre Addict. Il s'agit du premier tome d'Alderamin on the Sky de Taiki Kawakami et de Bokuto Uno, pardon. Désolée pour les noms, ça fait longtemps que je ne lis plus de manga, donc les noms japonais j'ai encore du mal. On va y suivre l'histoire de Ikta Sorlock, j'ai toujours autant de mal à prononcer son nom à celui-là, et à Yatorishino XM. Comme je vous l'avais dit dans le book haul, je trouve les noms à coucher dehors, mais c'est pas grave. Qui vont passer un examen pour devenir officier au sein de l'armée. Et ils ont passé la première étape des sélections, ils vont monter à bord d'un bateau pour aller passer la deuxième étape qui n'a pas lieu dans la même ville. Sauf que leur bateau, il va avoir un problème et finalement, Yatori et Ikta vont se retrouver échoués sur quelque part. En fait, ils vont se retrouver échoués quelque part en compagnie d'autres candidats qui devaient passer l'examen avec eux et d'une personne un peu plus mystérieuse dont je ne vous dirai rien pour ne pas vous gâcher l'histoire. Et ils vont devoir s'en sortir pour revenir chez eux. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça d'un point de vue de l'histoire, sinon je vais vous gâcher tout le premier tome et franchement ça vaut pas le coup. Moi qui ne lis plus tant de manga que ça, j'ai beaucoup aimé les dessins, que j'ai trouvé vraiment sympas. Ils ont trouvé une page, voilà, par exemple avec de jolis dessins. Et sans spoiler, ce serait mieux. L'histoire en elle-même est assez sympa également. En fait, le gros défaut que j'ai trouvé à ce manga, vous vous en doutez, ce sont les noms. Parce que déjà les noms des personnages sont compliqués, les noms des royaumes, c'est aussi très compliqué. Je cherche, voilà. Les royaumes, par exemple, c'est l'empire de Kajvarna. À côté, c'est la république de Kyoka, ça va encore. Mais les noms. Il y a des fois, j'étais obligée de revenir en arrière parce que je me suis dit, c'est qui déjà celui-là? C'est le seul défaut vraiment que j'ai trouvé à ce manga. Mais franchement, moi ça m'a donné envie de me relancer dans ce genre-là. Donc, pourquoi pas? Et enfin, j'ai terminé le mois sur un coup de cœur absolu avec Tu me trouveras au bout du monde de Nicolas Barrault aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait beaucoup de livres aux éditions Le Livre de Poche ce mois-ci. C'était pas volontaire. Ce livre, vous le savez, c'est ma correspondante qui me l'a offert, je vous en ai déjà parlé. On va y suivre l'histoire de Jean-Luc Champollion, qui est un jeune galeriste parisien, et qui, un beau jour, va trouver dans sa boîte aux lettres une mystérieuse lettre d'amour signée La Principessa. Et de là va se jouer tout un jeu de séduction. À l'arrière de cette lettre se trouve une adresse email à laquelle il va répondre. Et de là il va y avoir un échange de courrier en fait, entre Jean-Luc Champollion, qui est l'héritier, enfin le descendant du célèbre Champollion qui a décrypté la pierre de Rosette, mais bon, ça c'est secondaire, même si ça joue un petit rôle. Bref, entre Jean-Luc Champollion et la fameuse Principessa, et on va suivre l'histoire, ce que je trouvais très intéressant, du point de vue de Jean-Luc, et non pas de la femme, puisque souvent dans les romances, c'est ça. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement sympa de découvrir ce jeu de séduction inversé avec l'homme qui va devoir mener l'enquête pour découvrir qui est cette mystérieuse Principessa. Je me suis vite laissée prendre au jeu. Je voulais impérativement savoir qui il était, qui pouvait être derrière ces lettres. J'ai eu quelques soupçons au bout d'un moment, mais je me suis trompée, et ce qui fait que quand est arrivée la fin, j'étais là. Ah oui, bah je l'ai pas senti venir.
Donc particulièrement ravie par cette lecture. Si vous aimez les romances très douces, que moi j'appelle des romances doudou, je vous le recommande parce que franchement, je crois qu'en fait je suis en train d'avoir un énorme coup de cœur pour l'auteur Nicolas Barrault